que je me suis proposé en fait comme petite présentation d'une demi-heure, c'est de revoir un peu dans le travail antérieur les quelques œuvres qui ont pu mener à ce projet-là. C'est effectivement, comme Myriam l'a dit, ma pratique à l'origine, principalement, on peut dire, tourne autour des effets de perception entre l'écouter, le voir et le percevoir, le voir et l'entendre. Mais effectivement, le travail aussi, actuellement, porte sur des analyses thématiques. Donc ici, un des filons dans ma production plus ou moins récente, on va dire dans les 6 dernières années, l'œuvre la plus antérieure que j'ai retracée, c'est 2006 là, dans ces questions-là. Donc, aborde le thème là, de la nature et du rapport à l'environnement sauvage, disons. Donc, le corpus là, que je vais vous présenter est à la fois parfois issu de résidences, mais c'est toujours, on fait certainement un travail qui porte sur des expériences vécues, autrement dit. Donc, l'expérience, le fait de la production de l'œuvre est l'œuvre pour moi. Donc, une première œuvre qui est assez courte, de 1 minute 38, est une vidéo que je vois en lien avec l'œuvre actuelle. Je le vois de deux manières, en fait, ce rapprochement-là. Il y a effectivement le côté, vous allez voir, c'est le recyclage ou la perte ou le déchet qui est en cause, mais c'est aussi la question du système. Pour moi, c'est vraiment un des fondements de la production, à savoir faire le tour d'une question, ou prétendre essayer de faire le tour d'une question, c'est-à-dire se donner un objet et essayer d'en faire la synthèse. Dans ce cas-ci, c'est 10 ans d'une revue, mais vous allez voir que ça peut se manifester de différentes manières. Donc là, on va voir si on a assez de son. On en a beaucoup, oui. Donc on va la visionner puis je vais la commenter après. Cette vidéo, je l'ai réalisée, la petite histoire de la vidéo, c'est que c'était un moment où j'étais en déménagement et comme on a tous déménagé au moins une fois dans notre vie, il y a toutes les boîtes, là, les premières boîtes se font naturellement et c'est facile, mais les dernières boîtes sont toujours un peu pénibles, c'est toujours comme les restes, on va dire. Là. Parce qu'on se demande si on devrait le jeter ou le garder finalement. Et au bout du processus là, de mise en boîte, il y avait tous ces objets-là qui traînaient, que je me disais, bon, ok, je devrais peut-être les envoyer à la poubelle tout simplement. Donc j'ai fait une forme de performance symbolique, de jeter à la poubelle tous les objets qui traînaient chez moi, donc j'aurais bien voulu me départir, finalement, je ne les ai pas nécessairement achetés. Et donc évidemment, c'est ça, on jette, mais la poubelle ne se remplit pas. Cette œuvre-là a été présentée de différentes manières, à la fois en monobande vidéo dans des festivals, mais aussi en installation, parfois en détection de mouvement, c'est-à-dire que c'est l'image vide
comme ça qui tourne en boucle. Et quand quelqu'un passe, ça l'active le mouvement. Ça démarre la vidéo plutôt. Et pour moi, dans cette œuvre, il y a déjà une première manifestation de la tentative de faire système ou de boucler la boucle. C'est-à-dire que là, il y a un nombre fini d'objets. Et comment ils sont classés, en fait, au montage, ils sont hiérarchisés par le niveau de bruit produit par l'objet qui tombe dans la poubelle. Il y a évidemment toutes sortes d'incohérences parce qu'il y a des fruits en plastique, donc ça fait plus de bruit qu'une tomate qui tombe dans une poubelle. Normalement, ça ne fait pas de son, mais là, puisque certains objets sont en plastique, ça change notre rapport à l'amplitude, en fait, du son attendu. Donc, ils sont placés en ordre progressif, de manière à créer volontairement un dérangement, en fait, où à la fin, ça devrait être insupportable, en fait, comme expérience. Ça l'est un peu, parce que le son était quand même assez fort aujourd'hui. Et pour moi, ça bouclait, en fait, le propos de l'œuvre, à savoir, à partir du moment où tu as ton principe moteur qui détermine comment les éléments vont être agencés, l'œuvre se réalise naturellement. Et le résultat, c'est le résultat de l'expérience, finalement. C'est-à-dire, il n'est pas trafiqué, il est un peu livré tel quel. Donc, ensuite, ça m'amène à une œuvre que j'ai réalisée en 2009, qui s'appelle La 132 sans voiture ou presque. C'est une œuvre que j'ai réalisée alors que j'étais en résidence à Vaste et Vague, qui est en Gaspésie. Et encore une fois, c'est parti un peu d'une expérience personnelle ou singulière que probablement plusieurs personnes ont vécue. À savoir que cette route-là, la fameuse 132, qui est la seule route qui fait le tour de la Gaspésie, qui est un peu la route inévitable par laquelle tout le monde doit passer, elle longe la côte, ce qui obstrue en fait notre point de vue sur le paysage. Il y a une espèce d'expérience paradoxale, à mon sens, à savoir entre l'aspect contemplatif du lieu, qui est reconnu et admis de tous, et ce qui interfère entre notre point de vue et le paysage. On va la regarder tout de suite.
Donc c'est une œuvre qui est souvent plutôt présentée en boucle, donc en continu. Et ici, on aborde, à mon sens, un autre des enjeux importants du travail, là, le rapport silence-son ou silence-bruit et la question du hors-champ. Vous avez probablement tous compris un peu la mécanique, là, le mécanisme derrière l'œuvre, à savoir, j'ai filmé un plan séquence de quelques minutes comme ça, un plan fixe, et j'ai retiré en fait tous les moments autres que les moments de paysage, à savoir le moment des voitures qui passaient. Mais évidemment, on entend la voiture avant de la voir. Donc tout ce qu'on entend et ce qu'on voit, puis je pense que l'œuvre, c'est une œuvre qui est quand même difficile à présenter, c'est un peu délicat sur la calibration de la couleur là, et de la luminosité. Mais cette œuvre-là a été rendue possible, ou enfin, elle fait sens pour moi, parce que c'était une journée brumeuse et qu'il y a ces traces, en fait, dans l'espace du passage, et des traces vraiment éphémères et subtiles, on peut dire, des restes du passage de la voiture. Donc, je tente, en fait, dans une œuvre comme ça, de reproduire notre expérience au quotidien du rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, à savoir, moi j'étais là-bas, puis je regardais la mer, je regardais les cours d'eau, puis en fait, je me suis dit, non, en fait, ce qui est le plus important de mon expérience quand je fais ça, c'est tout ce qui contamine mes oreilles, qui n'est pas du tout ce dont on parle naturellement. Donc, donc, encore une fois, il y a cette idée-là d'un système que je mets en place et que je ne dirais pas que je pousse à sa limite, mais en fait que j'exploite de A à Z de manière méthodique. Et aussi, évidemment, c'est ça la question de la pollution sonore là, qui est abordée à quelques endroits dans l'œuvre Québec Chasse et Pêche. Donc là, ensuite, ça nous mène à une œuvre que j'ai réalisée en 2011, qui est une œuvre un peu plus d'envergure. La vidéo fait 17 minutes. Donc à l'époque, j'étais vraiment dans des questionnements ou des recherches autour de l'écoute et de l'observation. Qu'est-ce que observer? J'avais fait des productions que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais où je filmais des éléments documentaires là, dans la ville en particulier, avec une œuvre stylée Barda, où ensuite j'ai recomposé en studio avec des bruiteurs. J'ai demandé à des bruiteurs de réinterpréter en fait ce qu'on voyait à l'image, mais sans la bande-son d'origine. Donc, en fait, comment reproduire un réel de manière aussi réaliste que possible, sans connaître en fait sa source sonore. Ça a donné lieu à toutes sortes de réponses. Et pour moi, c'était évident à ce moment-là que la question de l'œuvre, c'était qu'est-ce que observer en fait, qu'est-ce que écouter, qu'est-ce que voir. Donc, je me suis dit, dans quel contexte cinématographique ou télévisuel, la notion d'observation, au-delà de l'idée du documentaire plus large, est la plus présente. Et je me suis dit que le documentaire animalier, c'est peut-être une des formes les plus pointues, ou en tout cas qui aspire le plus à travailler cette idée-là de comment on observe des choses qui, un peu comme l'ethnologue, c'est-à-dire comment observer sans détruire le système qu'on observe, en fait. Comment observer sans faire partie de l'événement et, on va dire, l'annihiler ou le transformer. Donc, j'ai décidé de jouer le jeu, de réaliser un documentaire animalier. Je l'appelle faux documentaire animalier parce qu'évidemment, il n'y a pas toutes les données habituelles qu'on lui reconnaît, à savoir la voix off qui explique ce qu'on voit, ou aussi toute la mise en scène ou la dramatisation, on peut dire, du comportement des animaux. On a tous vu aussi un documentaire animalier à un moment ou à un autre de notre vie. Dans la méthodologie ou dans la structure habituelle de ces films-là, il y a vraiment, à mon sens, à ma compréhension, une anthropomorphisation en fait de l'animal, à savoir on est en train, on croit que ce que les gens veulent voir, en fait, c'est l'humain en fait dans l'animal. Donc on va faire revivre ces moments, ces grands ébats amoureux, les conflits. Autrement dit, c'est un grand drame, le drame de la nature. Et j'ai voulu faire un documentaire animalier qui allait aux antipodes de ça, à savoir montrer, quand on filme les animaux, ce qui se passe réellement. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que les animaux, ils s'en vont. Ils n'ont pas envie, plus que nous, d'être filmés comme ça, donc ils disparaissent. C'est ce que j'ai voulu montrer. L'œuvre est assez longue. On pourra en écouter, on va en écouter un bout, là, un peu au hasard. Ça fait 18 minutes.
Et encore une fois, c'est un travail où il n'y avait pas de bande sonore et il y a eu le parti pris de réinventer les événements sonores en lien avec les images, mais dans ce cas-ci, en insistant sur une forme de proximité du son, comme si on était dans l'animal ou presque, ou vraiment à ses côtés, alors qu'on sait très bien que la caméra est toujours très loin, avec des téléobjectifs, une forme de distance nécessaire pour arriver à filmer ces animaux.